Chers amis abonnés, téléspectateurs, salam alaikum, content et heureux de vous retrouver. Une nouvelle fois avec notre invitée, Madame Hinda Djeridi, qui nous fait le plaisir de nous accompagner et de nous conseiller, notamment pendant ce mois de Ramadan béni. Aujourd'hui, nous l'accueillons pour qu'elle nous parle des modalités et de la nature de l'alimentation, des ruptures. Car j'ai pu constater très souvent que, comme actuellement en France par exemple, on jeûne quasiment 18 heures, voire un peu plus, arrive le moment de la rupture, et j'ai vu des ruptures qui ressemblaient quand même un petit peu à du n'importe quoi. Donc, pour donner des exemples très rapides, ça va être des sodas, ça va être de la cigarette, ça va être des choses comme ça, quasiment à jeun. Donc là encore, le jeûne est un moment favorable pour prendre soin de nous, de notre corps et de notre mental, psychique. Encore ne faut-il pas gâcher tout ça par le moment de la rupture. Donc chère Hinda, bonjour, salam, bienvenue. Salam. Pourriez-vous nous parler justement du contenu de la rupture? Quel type de nourriture? À quelle cadence le manger? Peut-être ne pas trop se gaver tout de suite. Quoi privilégier, du chaud, du froid? Y a-t-il des aliments également à privilégier et d'autres plutôt à prohiber? Y a-t-il des choses qu'il faut vraiment éviter? Renseignez-nous. Donc on commence toujours par quelque chose de sucré. Donc une date... la sunna du prophète, c'était une date ou un verre d'eau? Exactement. Et un verre d'eau, oui. Pour d'autres, ils vont prendre un verre de ben, voilà. Ou d'autres, ils vont prendre un verre de lait. D'autres, ils vont prendre une boisson chaude, un café. Donc du lait caillé, oui, de pour lait nos caillé, auditeurs non arabophones. Oui. Pourquoi le sucre en fait? Pourquoi prendre du sucre après une longue période de jeûne? Pourquoi? Parce que, eh bien en fait, ce sucre, il va agir au niveau de la satiété. Il va calmer la faim. Parce que les personnes qui ont jeûné ont tendance à vouloir manger de tout. Ils voient la table, ils vont tout de suite manger n'importe quoi. Alors que cette date-là va permettre justement d'agir au niveau de la satiété, c'est-à-dire l'envie de manger de trop. Donc ça va calmer un peu la faim, avec bien sûr le verre de lait, enfin de la boisson chaude pour ceux qui veulent. Donc il va y avoir 15 minutes environ pour avoir ce pouvoir de satiété. Et la personne, après avoir pris sa date, son verre de lait, elle va aller prier, elle peut marcher dans la nature. Il faut laisser au moins 1 heure avant de manger la sharba, avant de manger justement la soupe, au moins 1 heure. Ce qu'on ne fait quasiment jamais. Ce qu'on ne fait jamais. On mange la date, tac, tac, on va aller prier, et on revient et on va manger la brique, on va manger ceci, on va manger cela. Donc non, il faut un temps d'adaptation au corps. Donc on prend sa date, on prend son verre de lait ou son verre de lait fermenté. On prend sa boisson chaude, et ensuite, on va à ses occupations pendant 1 heure. Après, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais manger? Et bien après, il y a la soupe. La shorba, chacun va faire ça. Il y en a qui font des soupes de légumes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la soupe, c'est un apport d'eau rapide. Ça va réhydrater l'organisme tout de suite après. Donc, on prend sa soupe. Après le repas, on mange une protéine, poisson, viande blanche, et vous prenez après des légumes. Alors j'ai remarqué une chose, c'est que très souvent, comme c'est plutôt la soif qui va nous tenailler plutôt que la faim, ce qu'on a tendance à faire, c'est de boire beaucoup. Tout de suite, quasiment rapidement, de l'eau dans le meilleur des cas, voire des sodas ou des choses comme ça, pour essayer de tout de suite calmer la soif, mais le problème c'est que souvent ça calme la faim aussi. Oui, mais en plus de ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous disait qu'il fallait boire par petites gorgées, parce que si on boit tout d'un coup, on attaque le foie. Donc on attaque aussi le système digestif, il faut vraiment faire attention. C'est par petites gorgées. Et vous donnez de l'eau d'un coup à un corps qui a été privé pendant 18 heures, et au lieu des bienfaits, au contraire, on va avoir des problèmes. Donc il faut vraiment boire petit à petit, mais il y a vraiment un ordre à respecter. La shorba ou la soupe de légumes, c'est vraiment un apport d'eau. Donc on va l'avoir, l'eau. Ensuite, donc vous avez, je vais revenir sur vos sodas. Donc les boissons recommandées pendant le mois du Ramadan, la meilleure des boissons, c'est l'eau. Ça fait partie de la médecine prophétique. Et pas que pendant le Ramadan. Bien sûr, tout le temps. Il le disait, la meilleure des boissons, c'est l'eau.
Pour revenir au soda gazeux, quand vous voyez les tables pendant les ramadans, il y a tellement de marques de, je vais pas les citer, on n'est pas là pour citer, mais tellement de marques de boissons gazeuses, on dirait qu'ils travaillent justement chez les boissons gazeuses. Et là, il y a un risque. Le risque, justement, c'est que c'est un apport déjà calorique. C'est trop de sucre. Mais en plus de ça, dans certaines boissons, il y a de l'acide phosphorique. C'est un poison pour les reins. Plus vous allez boire de ces boissons-là, plus vous avez un risque de pathologie métabolique comme le diabète. Vous avez un risque d'être plus tard sous dialyse. Au niveau de la santé, il faut vraiment faire attention. Toutes ces boissons-là sont néfastes. Le problème, c'est qu'on ne le comprend pas tout de suite, parce qu'on peut en boire pendant des années et ne rien ressentir. C'est une fois que ça nous tombe sur la tête qu'on se dit « Oh là là, mais c'est trop tard ». Mais c'est trop tard, bien sûr, parce qu'après, on va dire, une personne, si elle est sous dialyse et que les reins ne fonctionnent plus, la seule chose qui va pouvoir la sauver après, c'est une greffe des reins. Donc, il faut vraiment faire attention. Là, il y a une lourde responsabilité, surtout pendant le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, c'est là où il y a le plus de pathologies métaboliques. Problèmes de cholestérol, mauvais cholestérol, de diabète, de tension, d'hypertension. Il y a énormément de problèmes. Je vais revenir justement sur l'alimentation. Commencez donc par la date, le verre de lait ou la boisson chaude pour ceux qui veulent. Ensuite, pendant 1 heure, vous faites donc votre prière. Allez, sortez. Sortez dans la nature, ressourcez-vous du monde négatif, ressourcez-vous, respirez, ça c'est important, marchez. La marche régulière fait partie aussi d'une pratique sportive recommandée pendant le jeûne. Il est important aussi. C'est une médication. C'est une médication. Donc on marche, ensuite on revient, là on prend sa soupe, on prend ses protéines et on prend ses légumes verts et on évite. Bien sûr, je sais que ça va pas faire plaisir, mais on évite le maximum tous ces gâteaux. Tous ces gâteaux, les zlebia, les gâteaux remplis de sucre et tout, qui sont des sucres rapides, qui vont épuiser votre organisme. Ça veut dire quoi? La journée, vous jeûnez, et c'est super parce que il y a tout le système immunitaire qui se met en route pour nettoyer les cellules cancéreuses et tout. Et après le soir, vous allez tout rattraper, vous allez épuiser votre organisme. Il va se fatiguer, et le pancréas, il va se fatiguer. Donc il faut vraiment faire attention. Tout ce qui est blanc, de toute façon, est un poison pour l'organisme. Tout ce qui est blanc. C'est-à-dire les farines blanches, le sucre blanc, le sel, tout ça, ce sont des poisons. Ce sont des poisons pour l'organisme. On le sait, le sucre, c'est l'aliment préféré des cellules cancéreuses. Donc après ce repas, c'est un repas léger. Alors moi, ce que je comprends de ce que vous me dites là pour l'instant, c'est une rupture finalement tranquille, douce, qui s'inscrit dans le temps et qui doit être légère. Oui. Ne surtout pas d'excès et ne surtout pas surcharger un corps qui vient justement de faire le nettoyage pour remplacer toutes les saletés qu'il vient de nettoyer, ce qui servirait à rien. Exactement. Bon, ça va, j'ai bien compris. C'est exactement ça, voilà. Alors, un autre pan que je voudrais qu'on développe et qui irait dans le même sens, c'est que là, on a parlé de la rupture du soir, mais le matin, parce que ce qu'on fait après, justement, il y a la prière, etc. Après, on peut visiter de la famille, des amis. Et là, encore une fois, en général, on va tomber dans ces excès, les fameux excès de gâteaux et de pâtisseries qui sont sursucrés et souvent au sucre blanc. Et où on peut éventuellement, je pense, se permettre un petit écart, mais pas plus, surtout pas d'excès dans ce domaine-là. Arrive le moment du sommeil où on va dormir quelques heures, et au réveil, on se lève, et va arriver donc le moment de l'imsec, le moment où on va repasser dans l'abstinence et reprendre le jeûne. Juste avant, il y a le suhour. Le suhour, c'est un espèce de petit repas qui est là avant tout pour nous aider à tenir la journée, donc plus ou moins à plâtrer l'estomac et à nourrir le corps de certaines substances qui vont lui permettre d'être nourri quand même malgré tout pendant la journée. Ce repas-là, pareil. Que recommandez-vous? Quoi éviter? Que faut-il vraiment, à quoi faut-il vraiment faire attention pour passer derrière une bonne journée? Alors, moi, je me réfère beaucoup aux travaux du docteur Alain Delabos, qui parle de chrononutrition, donc manger
tel aliment à tel moment et en telle quantité. Donc privilégiez beaucoup, moi je privilégie beaucoup la qualité plutôt que la quantité. Alors lui il conseille de prendre le matin un bon repas, pourquoi? Pour tenir toute la journée, surtout 18 heures. Donc il conseille de prendre, lui il est pour les protéines le matin, encore une fois. Bon après c'est encore une fois, c'est au cas par cas, parce qu'il dit protéines le matin, c'est-à-dire poisson, viande blanche, des féculents aussi, tout ce qui est donc des pâtes, des pommes de terre, du couscous même, le matin. Il conseille ça, de prendre ça avec une boisson chaude, un thé, une tisane, un café noir pour les personnes qui veulent, pas de café au lait. Beaucoup prennent du café au lait. Il faut savoir que le café au lait, c'est un poison pour vos intestins. Les intestins ne digèrent pas le café au lait. Donc, pour ceux qui sont adeptes au café au lait, dans ce cas-là, remplacez votre produit laitier par du lait d'amande. Voilà, vous prenez Donc, café, mais avec du lait d'amande. Avec du lait d'amande. Voilà, pas de lait de vache. D'accord. Parce que qui dit indigeste pour les intestins, dit chute immunitaire, déséquilibre de la flore intestinale, flore devient une flore de putréfaction, et donc dans ce cas-là, j'altère mon immunité, j'altère mon deuxième cerveau, mes intestins sont mon deuxième cerveau, et donc il y a le coup de pompe après. Je suis complètement fatiguée, épuisée, je ne tiens pas. Si, on va dire, je me nourris mal, vient la fatigue. Tout ce qui va faire que, voilà, le bon repère très simple, mangez quelque chose, vous avez votre ventre qui fait vut, vous pouvez être sûr que cette chose-là n'est pas bonne pour vous, ou alors il faut faire attention à sa position, ou il faut faire attention, comme le café au lait, donc dans ce cas-là, je substitue le lait. Parce que, faut savoir une chose, c'est qu'il y a une enzyme digestive des produits laitiers, la lactase, et lorsque le bébé grandit, lorsqu'il commence à avoir des dents, c'est à ce moment-là que cette lactase commence à diminuer, voire chez certaines populations disparaître presque. Et donc si je n'ai pas cette enzyme digestive pour digérer les produits laitiers, ça me cause des problèmes d'allergie, ça me cause des pathologies ORL, ça me cause plein de problèmes de santé et des inflammations chroniques. Pour conclure, donc sur ces 2 repas, vraiment léger, doucement, léger, progressivement, éviter tout ce qui est blanc, donc sucre, farine, etc. Et au matin, privilégier un repas complet, un bon protéiné. Exactement, avec des féculents et une boisson chaude. On n'oublie pas, parce qu'il est important justement d'avoir l'apport hydrique nécessaire pour tenir pendant la journée. Donc voilà, et notez, moi je dis toujours que lorsqu'on mange quelque chose et qu'on voit que cette chose nous fait ballonner ou des problèmes digestifs, notez. Comme vous prenez un cahier, vous notez tel aliment m'a fait telle chose. Après on va apprendre à se connaître et à savoir quels sont les aliments. Parce que tous ces conseils-là, il y a des personnes qui eux vont prendre le matin juste un café au lait avec des tartines et qui vont manger que ça. Et pour eux, ça va leur suffire. Chaque individu est différent. Vous voyez, par exemple, au niveau de la constitution de l'être humain, les fruits. Voilà. Le docteur Alain Delabosse dit au niveau de la rupture du jeûne, prenez un smoothie de fruits, un mélange de fruits. Avec la date, vous prenez votre smoothie, par exemple. Il y a des personnes qui sont de composition, on appelle ça en homéopathie, composition phosphorique. En fait, c'est les personnes qui sont minces. Ces personnes-là, vous leur donnez, pour la plupart, beaucoup, qui vont manger des fruits, eh bien, ils peuvent avoir des problèmes de digestion. Une autre personne, au contraire, qui va être une bonne corpulence, un peu carbonique, vous voyez au niveau de la mâchoire et tout, cette personne-là, elle peut manger autant de fruits qu'elle veut, et il n'y aura pas de problème. L'important, c'est d'écouter, encore une fois, son corps. Voilà, tout ça, ce sont des grandes lignes pour ne pas être fatigué pendant le jeûne du Ramadan, pour ne pas être en carence. Mais après, encore une fois, si je ne suis pas dans l'excès, j'écoute et je me réfère un peu justement à ces travaux-là, dans ce cas-là, je ne serai pas dans la pathologie. Si je mange n'importe comment et que je suis en excès de sucre, d'acide gras saturé, toutes ces graisses-là qui ne sont pas bonnes, dans ce cas-là, je serai justement dans la pathologie. Très bien. Merci beaucoup. Merci.
Donc prenez bien soin de suivre ces conseils qui vous permettront de passer un ramadan réellement profitable. À très bientôt de vous retrouver. Salam alaikum.